Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce 80e R&D Corner, le panorama donc des appels à projets en cours effectués par Cap Digital. On se retrouve donc ce matin 4 octobre donc entre 10h et 11h30. Donc je vais commencer par vous présenter le sommaire de cette matinée avec donc comme à l'habitude une courte présentation donc de Cap Digital. Nous aurons ensuite monsieur Dacosta de Sorbonne Université qui viendra nous présenter donc la plateforme Summit. On fera ensuite donc un tour des appels à projets régionaux, nationaux et européens. Notre équipe transformation numérique et open innovation représentée par Mélissa nous fera un point sur les POC & Go en cours et l'AMI santé. Et enfin, on aura une intervention de Katrina Korotsetska pour nous présenter donc le cluster ukrainien Transcarpathian IT. Pour rappel, donc, vous aurez bien entendu toutes les slides de ce 80e R&D Corner. Elles vous seront envoyées donc, à la suite de la présentation. Pour rappel, donc, vous pouvez nous contacter aussi sur l'adresse projet@capdigital.com ou si vous avez déjà une idée donc, du projet que vous voudrez soumettre à un appel à projet particulier, vous pourrez remplir donc, notre formulaire de contact R&D en ligne sur le lien qui s'affiche donc sur la présentation. Ce matin, donc en plus, je suis accompagné donc de Christelle Ayache et Jennifer Lecomte, R&D. Bonjour. Christelle aussi également qui interviendra à la suite. Et donc, nous avons aussi dans l'équipe Sarah El Jabri qui est donc en charge des financements privés et que vous pouvez contacter si vous avez des sujets concernant des levées de fonds, par exemple. Cap Digital, donc, qui nous sommes un collectif donc d'innovateurs numériques, un pôle de compétitivité qui rassemble un peu moins de 1000 structures adhérentes, qui a été créé donc une quinzaine d'années maintenant. La plupart donc de ces structures sont des PME et des startups, mais nous comptons également dans notre collectif des grands comptes, des fonds d'investissement, des établissements de recherche et de formation et des collectivités, régions, métropoles et établissements publics territoriaux. Cap Digital, donc c'est une équipe permanente d'environ 30-35 collaborateurs soutenus donc par un réseau de 150 experts qui nous aident notamment à anticiper donc les tendances de demain et bien entendu vous aider donc dans l'accompagnement de vos projets de recherche et développement. Cap Digital, donc les chiffres clés de 2021, c'est un peu plus donc de 3000 projets reçus depuis 2006, dont 1700 labellisés et plus de 900 financés. Cap Digital, donc c'est 1,4 milliard d'euros donc levés par les structures adhérentes du pôle et un peu plus donc de 100 mises en relation qualifiées entre startups et grands comptes en 2021. Via nos programmes d'open innovation et transformation numérique. Les chiffres clés aussi de Cap Digital concernent donc les projets européens, puisque depuis donc la création du pôle, Cap Digital a été impliqué sur un peu plus de 40 projets européens, 7 pour la seule année 2022. Et donc, c'est créé un réseau de partenaires actifs dans toute l'Europe d'environ 200 structures, notamment des universités, des instituts de recherche ou encore des collectivités. Pour rejoindre Cap Digital, si vous êtes intéressé donc par une adhésion au pôle, c'est assez simple. Et vous avez donc là 2 liens qui vous en disent un peu plus sur l'adhésion. Et vous avez un lien sur la grille de cotisation. Pour avoir donc toutes les informations, il suffit de remplir un petit formulaire, un bulletin d'adhésion. Et puis, vous serez recontacté par notre équipe donc adhésion avant que
votre candidature soit soumise donc, à notre prochain conseil d'administration. Ce matin, ce qui nous intéresse, donc, c'est la recherche et le développement. Donc, si on se base sur une rapide définition de la recherche et le développement, donc la R&D, elle englobe tout ce qui est recherche fondamentale, appliquée et expérimentale. Donc, ce matin, on va mettre de côté tous les financements qui dépendent donc de ce qu'on appelle les règles des minimis et qui servent notamment au développement commercial d'une entreprise. Ce matin, on va s'intéresser donc au régime RDI par lequel donc les pouvoirs publics soutiennent les entreprises innovantes selon des conditions précises et via de multiples dispositifs qui soient individuels ou collaboratifs. L'accompagnement R&D de Cap Digital, il intervient sur 6 dimensions distinctes. La première, donc, c'est celle de la sensibilisation, notamment par l'organisation de R&D Corner, comme on peut le faire ce matin. La seconde, l'accompagnement en vous aidant donc à structurer votre dossier pour répondre à un appel à projet précis, en identifiant des financements ou en faisant un diagnostic, donc maturité de votre solution. On peut également vous mettre en relation, que ce soit avec des partenaires, des terrains d'expérimentation ou notre réseau d'experts. On peut donc labelliser votre projet, notamment sur les différents appels à projets régionaux et nationaux. Et enfin, on intervient aussi sur la valorisation et la visibilité et la mise en visibilité de votre projet et de ses succès une fois qu'il sera financé. Le réseau d'experts de Cap Digital, je vous en ai déjà parlé un petit peu, un peu plus de 150 experts qui font partie de ce réseau et donc qui nous aident selon plusieurs dimensions, qu'elles soient technologiques au niveau du marché ou prospectives, à donc accompagner votre projet tout au long de son cours. Avant peut-être de passer la parole à Jennifer, je vais vous rappeler donc que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions prévues à cet effet, que vous pouvez bien entendu nous contacter à l'adresse projet@capdigital.com et que vous recevrez la présentation à la fin de cette présentation. Merci beaucoup, Manuel. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir dans le R&D Corner José Dacosta, qui est le directeur commercial de Submit, qui est la plateforme technologique de Sorbonne Université. Mais José la présentera beaucoup mieux que moi. Donc, José, je vous passe la parole pour que vous puissiez nous présenter Submit et comment elle peut servir également aux startups et aux PME qui sont présentes et qui nous écoutent. D'accord, merci Jennifer. Merci à tous d'être là. Je suis effectivement José Dacosta, directeur commercial de Submit. Je voulais remercier déjà Cap Digital de me donner l'occasion de présenter notre unité de service et nos activités. Donc, je vais commencer. Est-ce que les slides, vous les faites défiler ou je les passe? Vous pouvez les faire défiler vous-même en cliquant en passant sur l'écran. Normalement, vous avez une petite flèche. Parfait, ok, je n'avais pas vu. Merci. Pas de problème. Ok. Donc, Submit, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, Submit, cela veut dire Sorbonne Université, maison des modélisations, ingénierie et technologie. Donc, tout un programme. Comme c'est écrit dans son nom, Submit est une unité de service de Sorbonne Université, assez récente puisqu'elle a été créée en 2021, donc à l'échelle d'une université, c'est plutôt récent. On pourrait considérer qu'on est une start-up dans l'université. Donc, on est essentiellement composé d'ingénieurs spécialisés. Et notre mission, c'est de proposer ces profils d'ingénieurs, d'une part, au laboratoire de recherche de Sorbonne Université, puisque dans beaucoup de cas, les laboratoires, les chercheurs ont des projets, mais n'ont pas le manpower ingénieur, soit ils ne l'ont pas, soit ils n'ont pas en quantité suffisante dans les labos pour travailler sur leurs projets. Et d'autre part, on propose aussi ces profils d'ingénieurs aux entreprises
pour les accompagner donc pour avancer sur les verrous technologiques, pour faire de l'étude, du prototypage, de l'expertise. La différence avec ce qu'on pourrait dire une SS2I, c'est que Summit va proposer des profils d'ingénieurs, mais pas seulement, on va proposer dans quasiment 100% des cas nos profils d'ingénieurs avec des experts de Sorbonne Université. C'est-à-dire qu'une entreprise va venir nous voir, va nous expliquer ce sur quoi elle voudrait travailler. On va analyser le sujet et puis on va aller toquer à la porte des labos pour aller trouver les meilleurs experts pour répondre finalement au mieux à la demande de l'entreprise. Donc nos ingénieurs sont dispatchés dans 3 départements techniques, ce qu'on appelle les départements techniques ici. Il y a un département technique qui s'appelle ingénierie et système, un autre département qui s'appelle mathématiques et applications, et un dernier département, observatoire et société. Donc, je produis cette slide pour que vous ayez un petit peu une photographie des mots-clés qui caractérisent nos départements. Donc ici, on peut voir que ingénierie et système, ils œuvrent plutôt dans le secteur de la santé et du bien-être, mais pas que. Mais on a quand même des profils ingénieurs qui sont assez doués dans ce secteur-là. Donc, on va travailler sur tout ce qui est informatique, réalité virtuelle, génomique, robotique, donc la robotique pour la santé, l'électronique et la mécanique. Les mathématiques et applications, donc là, maths et applications, c'est vraiment... ça s'applique à tous les domaines, donc là, il n'y a vraiment pas de spécificité, vraiment. Donc, ces ingénieurs-là peuvent travailler vraiment avec diverses entreprises. Donc là, on a des ingénieurs qui vont être très bons donc en simulation, en modélisation, en optimisation, modèle hybride, sciences des données et intelligence artificielle. Et on a ce 3e département, qui est le dernier qui a été créé à Summit, qui est observatoire et société. Donc, lui, va plutôt répondre sur des questionnements sociétaux et communicationnels. Donc, les mots-clés, on les voit, hein, sociologie, communication, analyse médiatique. Pour vous illustrer un petit peu, ça peut être, par exemple, vous avez un produit à mettre sur le marché. Est-ce que ce produit, quel est le taux d'acceptabilité du grand public sur un produit voilà. Donc, ça peut être de l'analyse médiatique. Donc, c'est un peu plus amont, on va dire. Je passe à la slide suivante. Alors, Summit, comment on se positionne dans l'université? Alors là, je l'ai positionné en plein milieu. On n'est pas central dans l'université, loin de là, on est vraiment une unité de service de Sorbonne Université. D'ailleurs, je n'ai pas précisé où on était, mais on est sur le campus de Jussieu, dans le 5e, donc avec une accessibilité assez simple. Mais Summit, c'est une sorte, pour les entreprises, c'est une sorte de porte d'entrée vers l'université, puisque de par notre fonction, donc nous, on est une unité de service qui est interfacultaire. Quand je vous disais qu'on va chercher des experts dans les laboratoires, on va les chercher dans les 3 facultés de Sorbonne Université, donc sciences, lettres, médecine. On va donc aussi avoir des relations avec les instituts de Sorbonne Université. Je pense ici à SKY, qui est l'Institut d'intelligence artificielle, l'Institut de la science et du calcul et des données, pour avoir accès à des machines, des supercalculateurs, etc., même des experts là-dedans. L'Institut universitaire, l'IUIS, d'ingénierie en santé. Donc ça, c'est des instituts qui sont aussi dans Sorbonne Université et auxquels on a accès. Dans les propositions qu'on peut être amené à faire, donc en plus des ingénieurs, des experts, on a aussi accès aux plateformes technologiques donc, qui peuvent être mises à disposition dans les collaborations qu'on va monter avec les entreprises. Un autre volet aussi qui commence à revenir assez souvent, et c'est pour ça que je l'ai noté, c'est en termes de formation. Il y a une direction de la formation ici à Sorbonne avec des volets de formation qui sont quasiment sur étagère, sur l'intelligence artificielle, enfin sur tout un tas de sujets, mais on peut aussi constituer des plans de formation sur mesure. Vous avez des personnels à former, vous avez des choses à créer, on peut créer des plans de formation sur mesure aussi pour les entreprises. Et on va aussi donc travailler avec tous les organes satellites à Sorbonne. Ici, j'ai noté la SAT, puisque la SAT est l'organe de transfert
de technologie de Sorbonne Université, donc vers les entreprises. Mais quelquefois, la SAD va faire appel à nous pour maturer quelques projets qui sont dans les laboratoires, mais qui ne peuvent pas encore, qui ne sont pas encore assez matures pour aller sur le marché. Donc la SAD va venir nous voir pour travailler sur des projets. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner l'écosystème dans lequel Summit est ancré. Donc c'est Sorbonne vraiment dans sa globalité. Voilà, pour une entreprise, c'est-à-dire que venir toquer à la porte de Summit, même si une collaboration ne se fait pas avec nos ingénieurs, hein, ça peut arriver, une entreprise vient, finalement, il n'y a pas d'ingénieur de Summit qui peut entrer dans la collaboration, c'est pas grave, on va vous mettre en relation avec quand même les bons services, les bons laboratoires, le bon service de Sorbonne Université en général. Donc on est un bon point d'entrée pour collaborer avec l'université. Ah, j'ai plus mes slides. Ah si, hop. Ok, là c'est pour vous illustrer un petit peu ce sur quoi on a travaillé. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les projets sur lesquels on a travaillé, mais ici on voit rapidement, donc en jaune, plutôt des projets qu'on a travaillé avec des laboratoires. Donc c'est plutôt du ressourcement interne. Et en rouge, des projets avec lesquels on travaille plutôt avec des entreprises. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les projets, mais à la volée, par exemple, l'amélioration du matching de greffe. Donc ça, c'est notre ingénieur en génomique qui travaille avec des médecins pour diminuer le rejet de greffons entre un donneur et un receveur. La réalisation d'un boîtier de sécurisation et de manipulation microfluidique. Alors là, typiquement, c'est le cas qui arrive assez fréquemment. On a une manip dans un laboratoire qui fonctionne, mais qui est vraiment à l'état de manip, c'est-à-dire que c'est limite dangereux, il y a des câbles partout, des tubes, elle était même assez dangereuse, puisque c'est arrivé plusieurs fois que des gens se prennent des coups de jus. Donc là, les ingénieurs ici ont récupéré la manip. On a un atelier dans nos bureaux, et puis ils ont packagé cette manip, ils l'ont sécurisée, et si bien que maintenant, elle est transportable pour le chercheur. Il peut la montrer à des entreprises sans que personne se prenne des coups de bourre. Et puis, il est question aussi, donc, pour le chercheur maintenant de monter une start-up, donc avec la SAT aussi, avec cette manip qui est maintenant un petit peu plus mature et qui peut aller un petit peu sur le marché. La préparation de transfert de propriété intellectuelle, je suis toujours dans le jaune là. Ici, c'est pareil, donc c'était avec le laboratoire de Lisieux, le laboratoire de robotique de Sorbonne. Une entreprise était intéressée pour récupérer une partie du code de cette manip. Alors la manip, c'est un robot chirurgien, c'est des robots qui tiennent des instruments chirurgicaux. C'est pour de la cobotique, en fait, c'est de la co-manipulation entre le chirurgien, le robot et puis le patient qui se fait opérer. Alors autant dire qu'une manip comme ça, quand elle est dans un laboratoire, tous les doctorants passent dessus et ajoutent chacun sa petite patte et son développement. Et l'entreprise voulait récupérer une partie du code de cette manip. Donc là, notre ingénieur, il a pris le code, il a extrait la partie que voulait l'entreprise, il a nettoyé le code, commenté le code, et on a été jusqu'à donc faire une démonstration en live pour que l'entreprise sache que ça fonctionne et qu'elle va acheter vraiment quelque chose qui marche. Et là, ça ne s'est pas fait que entre Summit, le labo et l'entreprise. Il y a évidemment la SAT qui est rentrée, puisque c'est du transfert de technologie. Donc, c'est pour ça que je disais l'écosystème est important. Quand il y a une manip qui peut intéresser l'entreprise, il faut que tous les organes un petit peu de Sorbonne puissent être impliqués. Donc, ça a été le cas sur cette manip. Je vais prendre en dessous, avec L'Oréal, par exemple, la construction d'un nouvel algorithme de déformulation chimique. Là, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que L'Oréal peut recevoir des échantillons dont ils ne connaissent pas la formule exacte. Donc, avec des maths et de la chimie, on peut reconstituer une formule. Voilà. Un sujet un petit peu brûlant, enfin un petit peu moins maintenant, mais la quantification et suivi du SRAS Covid dans les eaux usées. Là, typiquement, c'est de l'analyse de l'université d'ailleurs.
Donc là, c'est pour connaître un petit peu le taux de Covid dans les eaux usées, quel est le variant qui circule, en quelle proportion, est-ce que ça va augmenter, diminuer. Donc ça, c'est purement des mathématiques. Voilà, donc on pourrait comme ça rentrer plus dans les détails de tous les sujets, mais je pense que c'est pas le lieu, on a un temps un peu limité. Du coup, je vais passer à la slide suivante. Hop. Alors, Summit aussi, alors comment vous allez dire, mais maintenant que vous savez tout ça, mais comment nous contacter, comment nous rencontrer. Alors, on est structuré un petit peu comme une entreprise, c'est-à-dire que tant qu'à faire, comme Summit a pour vocation d'aller vers les entreprises, de favoriser les liens entre les entreprises et les laboratoires de recherche, ben, c'est structuré comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une direction commerciale que j'assure, une direction administrative, un pôle de communication, et donc on se retrouve sur plusieurs salons. Donc, vous pouvez nous voir sur des salons. Le prochain sur lequel on sera, ce sera Health-Tech à Bordeaux, donc les 29 et 30 novembre. Donc, si jamais vous allez visiter ce salon-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, bah, du coup, pour nous contacter, eh ben, vous pourrez demander de toute façon les contacts à Cap Digital, hein, qui se fera un plaisir de vous y circuler. Sinon, vous pouvez noter mon mail qui est déjà ici. Merci beaucoup, José. Effectivement, n'hésitez pas, si vous souhaitez être mis en relation avec José, on pourra faire suivre les mails si vous n'avez pas noté son adresse mail, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez les slides, vous pouvez même les télécharger directement. Et donc, il n'y aura pas de problème pour contacter. José, on a quelques questions dans le chat, donc je les pose. Oui. Il y a une première question de Gabriel. Bonjour José, vous avez dans Summit des compétences en programmation, système embarqué du type ST Micro? Enfin, je pense que c'est une question, donc avez-vous? Oui, on a ce type de compétences et en plus, on a des experts en système embarqué à Sorbonne, hein, notamment au laboratoire, le LIP6, laboratoire d'informatique Paris 6, il y a des experts vraiment en système embarqué, il y a une équipe spécialisée là-dedans avec laquelle on a déjà travaillé, donc oui, on a ces compétences. Une question de Philippe qui demande d'expliquer clairement, alors bon, peut-être assez succinctement, hein, puis Philippe, si vous voulez contacter José, vous pouvez le contacter par la suite, mais les modalités un petit peu commerciales et financières des interventions. Ok, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais alors quand je dis qu'on est structuré comme une entreprise, quand on va écouter le besoin de l'entreprise, on va évaluer le temps d'ingénieur qu'il va falloir, le temps de chercheur qu'il va falloir. S'il faut aller utiliser des plateformes technologiques, pareil, on va faire une évaluation. On vous fera un devis, ce devis fera une page, il y aura un descriptif technique de ce qu'on vous livrera avec une temporalité. Donc ce sera un devis que vous recevrez, qu'on pourra rediscuter. En tout cas, quand vous venez voir Summit, c'est clair, vous savez ce que vous aurez. Donc après, les modalités, les contrats peuvent être un peu tous les types de contrats que peuvent proposer l'université. Hein. Ça peut être juste une presta, ça peut être un contrat de recherche, on peut s'impliquer dans des appels à projets avec vous. C'est toute la panoplie de contractualisation de l'université peuvent être envisagées. Mais le plus simple, voilà, c'est souvent la presta technique. On fera un devis au temps passé généralement. Merci beaucoup. Alors, il y a deux autres questions de Renaud qui demandent « Comment articulez-vous vos actions avec un acteur comme l'Institut de l'Océan et avez-vous accompagné des initiatives étudiantes issues du programme Pépite ?» Alors, Pépite, j'ai rencontré une entreprise qui fait c'est un étudiant, Jonas, là, je me souviens de son nom. Oui, alors on accompagne ces entreprises-là. D'ailleurs, son projet est intéressant. Il veut faire parler, il veut installer des micros pour aller parler sous l'eau avec des poissons. Ouais, non, parler. C'est des talkie-walkie sous-marins finalement. Donc Pépite, on connaît bien. Ils sont pas très loin en fait. Donc c'est des gens qu'on voit. On peut les soutenir. Ils peuvent venir nous voir. On fait du ressourcement, généralement payant pour les labos, mais aussi gratuit. Hein, c'est-à-dire que nos ingénieurs, qui sont des ingénieurs embauchés, c'est Summit. Hein, je précise que c'est pas des ingénieurs qu'on va aller chercher dans les laboratoires parce qu'ils ont rien à faire.
Ils ont pas souvent rien à faire d'ailleurs, mais c'est vraiment des ingénieurs ici. Mais il peut y avoir quelquefois 1 ou 2 jours de ressourcement gratuit. Voilà, il se peut qu'on mette à disposition des fois un ingénieur gratuitement à disposition soit d'étudiants, soit de laboratoires. Donc pépites, on les suit. Pour l'océan, donc ça, alors c'est Christophe Pratzu, que je crois qui dirige l'océan ici. Pour l'instant, on n'a encore rien fait. Par contre, je l'ai rencontré. Et il y a des choses qu'on est en train de mettre en place. L'océan, notamment avec l'Institut de transition écologique à Sorbonne. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de mettre des ingénieurs véritablement sur des projets océans, mais c'est des choses que l'on suit de près puisque c'est un projet important, en tout cas, même pour Sorbonne, ce pôle océan. Merci beaucoup, José. Comme on a un emploi du temps assez chargé, je vais juste vous inviter à poser vos questions à José par mail. Et José, si vous voulez répondre à Gabriel directement dans le chat, vous pouvez aussi le faire dans l'onglet questions. Il avait une autre question sur la typologie ISO et le prototypage. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à répondre à ces questions. Et sinon, vous avez l'adresse mail de José, donc n'hésitez pas à le contacter directement pour toutes vos autres questions. Merci beaucoup, José, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Et à bientôt et bonne journée. Et puis, nous, on va enchaîner avec la suite de la présentation et du R&D Corner. Ok, merci à vous de m'avoir accueilli. Gabriel, je vous invite vraiment à m'écrire parce que finalement, moi, je vais devoir quitter la presse là. J'ai autre chose derrière, mais envoyez-moi un mail, s'il vous plaît, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt et je repasse la parole à Manuel. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant faire un tour des aides et appels à projets régionaux de l'Île-de-France. Et commencer tout de suite avec l'appel InnovUp Leader PIA 4. Donc, cet appel InnovUp Leader PIA 4 sert et vise à soutenir l'émergence de futurs leaders sur leur marché. Il devait se contenter de 3 vagues pour l'année 2022, puisque la dernière avait clôturé au début du mois de septembre. Mais finalement, la région et BPI France ont annoncé une dernière vague pour cette année 2022 qui clôturera le 2 décembre prochain. C'est un appel à projet qui vise à soutenir des projets entre 12 et 24 mois qui auraient un budget entre 150 000 et 1 million d'euros. Et donc, la région Île-de-France et BPI France peuvent prendre soutenir le budget jusqu'à 50% de son budget, 2 tiers en subvention et 1 tiers en avance remboursable. Si vous souhaitez candidater à cet appel, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par email à projet@capdigital.com ou en renseignant directement notre formulaire de contact R&D. Nous pourrons vous accompagner sur cet appel et vous labelliser du coup si vous déposez un pré-dossier auprès de Cap Digital avant le 15 novembre. Le guichet unique également InnovUp est toujours en cours. Pour rappel, c'est un appel au fil de l'eau. Là, InnovUp va soutenir les projets d'innovation du passage de l'idée à leur commercialisation, en intervenant notamment sur différents stades de maturité du projet, faisabilité, prototypage, développement ou expérimentation. Pour InnovUp, le guichet unique, cette fois, vous pouvez déposer un projet qui fait entre 6 et 18 mois. Et l'aide de la région et de BPI France peut aller jusqu'à 500 000 euros en subvention et 3 millions d'euros en avance remboursable ou prêt d'innovation. Nous avons ensuite la déclinaison expérimentation transition écologique des territoires qui a été lancée le mois dernier par la région Île-de-France, BPI France, avec le soutien de l'association Construire au futur, habiter le futur, la Fondation Solar Impulse et Cap Digital. Pour ces programmes d'expérimentation, la région a choisi d'identifier 6 domaines clés prioritaires: l'éco-construction, déchets et ressources
énergie, nature et biodiversité, adaptation et résilience, mobilité et logistique. C'est un programme donc, qui peut soutenir des expérimentations toujours entre 6 et 18 mois, une subvention qui peut aller jusqu'à 225 000 € et 500 000 € donc en avance remboursable ou prêt d'innovation. Dans le cadre de ce programme, donc, les trois partenaires donc, que sont Construire Habiter le Futur, la Fondation Solar Impulse et Cap Digital peuvent vous accompagner, notamment dans la définition d'un cadre structuré à l'expérimentation, l'identification de technologies innovantes et le suivi donc, tout au long de votre projet. Donc, toujours, n'hésitez pas à nous contacter et à remplir donc, le formulaire de manifestation d'intérêt prévu à cet effet. Nous avons également donc, un projet, un appel à projet qui s'appelle Sésame Filière, donc sur la région Île-de-France, qui sert, lui, à soutenir la structuration de filières stratégiques et le développement de plateformes technologiques ouvertes. Donc, c'est un appel qui va soutenir des projets qui vont aller entre 24 et 36 mois, des budgets de 1 à 5 millions d'euros, et donc, qui est ouvert aux établissements d'enseignement supérieur, de recherche ou de transfert de technologie. Cet appel, lui, il est ouvert donc jusqu'au 28 octobre 2022 et vous pouvez donc demander le label Cap Digital pour quelques jours encore. Et enfin, donc sur la région, on a aussi l'appel IDEMO régionalisé, donc qui est lui un appel qui vise à soutenir donc des projets collaboratifs et de recherche et de développement. Il a été lancé donc juste avant l'été, mais il est ouvert jusqu'en décembre 2025 au rythme de 2 relèves par an. La prochaine de ces relèves, donc c'est le 26 octobre 2022 et il y en aura une suivante en avril 2023. Donc c'est un appel à projet collaboratif, comme je l'ai déjà dit, qui va soutenir des projets entre 24 et 60 mois. Des budgets de entre 1 et 4 millions d'euros. Il est ouvert donc à toutes les TPE, PME, ETI, grandes entreprises ou laboratoires de recherche de la région Île-de-France. Il y a des domaines donc, et des technologies clés qui ont été définis par la région, qui peuvent certainement vous intéresser, vous, membres de Cap Digital. Donc, solutions pour la décarbonation des mobilités, par exemple, réduction de l'empreinte carbone des activités industrielles, ou encore ville durable et industrie culturelle et créative. Je pense que nous avons fait le tour des appels à projets donc, régionaux. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons passer donc, aux appels à projets nationaux et notamment l'innovation structurelle. Non, il n'y a pas de questions, je te le confirme. Et donc, du coup, je prends la suite sur les appels à projets nationaux. Donc, je vous rappelle la logique d'intervention du PIA 4 qui est maintenant entré dans France 2030. Donc, on parle plus trop de PIA 4, mais plutôt de France 2030. Donc, il y a deux types d'interventions. Une intervention qui concerne de l'innovation structurelle et une intervention qui concerne de l'innovation dirigée. Donc, on va commencer par l'innovation structurelle. Donc, ce sont des appels à projets qui sont récurrents, qui sont pour la plupart athématiques et qui reviennent par vague. Donc voilà, bon, ça je ne vous rappelle pas l'échelle TRL. Donc Manuel vient de présenter le IDEMO dans sa version régionalisée. Il existe également le IDEMO national. Et donc comme on est dans la deuxième version du IDEMO, cet appel s'appelle IDEMO 2, qui vise à soutenir du coup des projets de R&D et I structurants d'environ 3 à 5 ans. Ils peuvent être sur ce volet national, soit individuel, soit collaboratif. Et toutes les entreprises sont éligibles ainsi que les laboratoires de recherche, 6 partenaires maximum, dont au moins une PME ETI et des aides qui peuvent aller jusqu'à 80% en subvention plus en avance récupérable. Pour cette version nationale du IDEMO, donc on a un gros au prisme sur des solutions avec créateurs de valeur et de compétitivité bien sûr, mais à viser d'une économie contribuant à la transition énergétique, écologique et numérique
national. Donc vraiment, ce volet-là est très important dans cet appel à projet. Et il faut qu'il soit, alors c'est pas forcément des solutions qui ont un rôle, qui servent la transition écologique, mais en tous les cas, il faut aborder cette question-là by design dans les solutions que vous développez. Un mode d'instruction qui suit un petit peu les nouveaux standards de France 2030, c'est-à-dire une première défense de votre projet à l'oral. Et ensuite un dossier à compléter si vous êtes présélectionné à l'oral. Donc sur cet appel à projet, comme vous le verrez sur l'appel à projet Innov, on propose un coaching à l'oral et revoir vos slides avant le dépôt. Et puis ensuite, on fait une labellisation sur projet écrit. Donc n'hésitez pas à nous contacter en amont de vos dépôts pour qu'on puisse un petit peu challenger vos slides également. Oui, alors l'appel Innov venant de clôturer, on aura une nouvelle vague certainement début 2023. Donc voilà pour les appels de l'innovation structurelle. Maintenant, on va passer à l'innovation dirigée. Donc avec les stratégies qui sont issues des différentes stratégies d'accélération du gouvernement. On a toujours sur la stratégie d'accélération d'intelligence artificielle l'appel maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquée. Donc celui-là, bon, on ne le présente plus, vous avez la slide, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une solution qui pourrait rentrer dans l'un ou l'autre des volets. Celui-là un peu plus récent, la première deadline arrive assez rapidement, mais ensuite il court jusqu'en 2023. Donc l'appel à projet espace de données mutualisé, hein, qui est le successeur de l'appel à projet ATF, de plateforme mutualisée de données. Donc on a bien ici le financement d'espaces de données qui permet de mutualiser les données avec un grand nombre d'acteurs et qui a un effet filière. Donc ça incorpore aussi bien les logiciels que le partage des données, le traitement de données, la structure de gouvernance des données, l'interopérabilité évidemment, la souveraineté et la qualité des données. Donc vous avez les sous-secteurs qui sont concernés. Si vous avez un projet de plateforme de partage de données et que vous souhaitez candidater sur cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. On peut vous aider également à trouver des partenaires sur votre projet, puisque c'est un projet collaboratif, même s'il doit être soutenu par une seule structure, et vous aider également dans la structuration de votre projet, et notamment sur des enjeux de gouvernance de ces projets. Donc n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant si vous êtes intéressé par cet appel. L'appel toujours ouvert, première usine de France 2030. Donc ça, c'est vraiment pour des projets qui visent à des implantations de sites pilotes ou de production industrielle concourant à la réindustrialisation de la France. Donc si vous avez un tel projet également, l'appel est ouvert jusqu'au 13 décembre. N'hésitez pas à nous contacter également si vous avez un projet de ce type. La dernière vague des 2 appels à projets issus de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, donc opérée par la Banque des Territoires avec le ministère de la Culture. Donc c'est les 2 appels, le premier c'est expérience augmentée du spectacle vivant et le deuxième c'est numérisation du patrimoine. Donc ces 2-là sont ouverts jusqu'au 3 novembre 2022. De la même manière, si vous souhaitez candidater, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant, hein. Vous avez vu la date de la deadline pour notre labellisation, c'est le 13 octobre, donc ça vient très vite maintenant. Donc on a vraiment ces 2 appels à projets qui sont issus de la deuxième vague. Si jamais vous voulez repostuler ou si vous avez un nouveau projet que vous souhaitez postuler ou chercher des partenaires, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Donc voilà, sur le deuxième, c'est bien la numérisation du patrimoine et de l'architecture.
La grande fabrique de l'image, on a fait un webinaire dédié, donc on ne le présente plus. La deadline pour les labellisations arrive aussi très, très rapidement. La deadline de l'appel à projet, c'est jusqu'au 31 octobre. Donc n'hésitez pas à contacter nos référents de communauté, Aurélie Cout ou Stéphane Saint-Gier, si vous souhaitez postuler ou si vous voulez essayer de vous raccrocher à un projet issu de cet appel à projet, c'est maintenant. On a également un appel à projet donc, qui vise donc sur la stratégie d'accélération santé, hein, qui vise à accompagner et à soutenir la constitution d'entrepôts de données de santé hospitalière. Donc là également, hein, vous avez 2 deadlines, le 11 octobre qui vient très, très rapidement, mais sur la deuxième du 12 avril, n'hésitez pas à nous contacter en amont de cette deadline pour constituer votre projet. On a Christelia est également référente de la communauté santé qui pourra répondre à toutes vos questions sur cet appel à projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter bien en amont pour qu'on puisse vous aider sur la structuration de votre projet et la recherche éventuelle de partenaires. De même, l'appel à projet, donc plutôt à viser des collectivités territoriales et des territoires, l'appel à projet territoire intelligent et durable, qui vise à passer à l'échelle la mise en place de démonstrateurs. Donc territoire intelligent et durable, démonstrateur numérique pour les territoires, ça c'est le volet TID, et également des démonstrateurs d'IA Frugal au service de la transition écologique des territoires, ça c'est le volet DIAT du TID. Vous pouvez soit postuler sur les 2 en même temps, enfin avec un volet DIAT dans le TID, soit de façon séparée. Si vous êtes une collectivité territoriale et que vous êtes intéressé par cet appel à projet, également n'hésitez pas à nous contacter. Contacter la R&D, également Margot de Caminel qui est aussi disponible pour vous recevoir et discuter avec vous de cet enjeu sur les territoires. On termine, je vois qu'il n'y a pas de questions. On termine par les appels à projets nationaux de l'Agence nationale de la recherche. Donc, on a toujours le plan d'action 2023 de l'ANR qui a sorti du coup ces 5 nouveaux instruments. Alors, c'est pas 5 nouveaux parce qu'en fait, c'est les instruments de financement classiques, il y a avec quelques petites modifications à la marge. Donc évidemment, l'appel à projet générique, je rappelle juste les modalités pour demander le label sur ces appels à projets génériques. Donc sur la pré-instruction, enfin sur la pré-proposition, donc il faut que vous demandiez à être attaché à un pôle, mais le label, c'est uniquement si vous êtes retenu à cette pré-inscription. Dans tous les cas, si vous candidatez, n'hésitez pas à nous prévenir même en amont de la pré-instruction pour qu'on puisse rentrer votre projet et suivre votre projet avec vous le plus tôt possible. Donc voilà, vous avez jusqu'au 7 novembre pour postuler et n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Donc Manuel, je te rends la parole pour les appels à projets européens. Merci beaucoup. Juste une petite question peut-être. Prévoyez-vous une présentation prochaine pour la 25e édition eLab? Alors oui, effectivement, on prévoit une prochaine présentation sur le eLab. On attend qu'il sorte. Normalement, l'appel à projet sort vers le mois de décembre, il me semble. Donc voilà, de même que s'il y a une nouvelle vague du LabCom, laboratoire commun, on pourra également vous le relayer. Donc dès qu'il sort, de toute façon, on prévoit une session et on verra si on fait un petit webinaire dédié. Si jamais vous le plébiscitez, on pourra également revenir sur toutes les questions relatives à ce iLab et regarder s'il y a des modalités
un peu différente que précédemment. Mais si vous êtes déjà intéressé par un iLab, n'hésitez pas également à nous contacter. On pourra faire le point avec vous sur votre projet et comment au mieux se positionner sur cet appel à projet. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va passer au panorama des appels à projets européens. Donc, un rapide tour de ce qui est possible de faire avec donc, la Commission européenne, et notamment donc, le programme Horizon Europe. Donc, Horizon Europe, c'est le programme de recherche et de financement de la Commission européenne. Ce matin, on va s'intéresser rapidement donc, au pilier 2 et au pilier 3. Donc, on commence avec le pilier 2 et les projets donc, collaboratifs qui visent donc, à initier ou renforcer des collaborations avec des partenaires internationaux. Ce pilier 2, il est divisé donc, en 6 thématiques ou clusters, comme on les appelle dans Horizon Europe. Donc, ces clusters touchent à la santé, à la culture, créativité et société, sécurité civile pour la société, numérique, industrie et espace, climat, énergie et mobilité, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, à l'intérieur de chacun de ces clusters, vous pouvez donc retrouver différents appels à projets qui sont ouverts donc, pour la plupart à tout type d'acteurs. Donc, que vous soyez une entreprise, un centre de recherche, une association ou encore une collectivité territoriale, vous pouvez monter et participer à un consortium donc de minimum 3 partenaires issus de 3 pays européens différents et répondre à un appel à projet en particulier. Les appels à projets, je ne vous les ai pas mis sur cette slide parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont de 3 types. Donc, le premier, on peut le regrouper donc, sous le nom de Research and Innovation Action. Ce genre d'appel à projet est assez en amont, on va dire, sur l'échelle de maturité, puisqu'il va financer donc, des activités de recherche et développement, d'essais ou de validation de prototypes à petite échelle et de faisabilité technique. Viennent ensuite les Innovation Action qui interviennent un peu plus en aval, donc sur la chaîne de maturité, puisque là, on va financer tout ce qui est activité mais de R&D toujours, mais plus dans le prototypage, les essais et les démonstrations et les pilotes ou validations à grande échelle. Et enfin, on retrouve donc tout ce qui est Coordination and Support Action, avec notamment le financement d'activités complémentaires stratégiques, qu'elles soient donc de type coordination, sensibilisation, mise en réseau ou encore formation. Si vous êtes intéressé donc pour participer ou monter un consortium et répondre à ces différents appels à projets, n'hésitez pas donc à nous contacter, toujours donc projet@capdigital.com. Nous pourrons vous aider donc dans le diagnostic de votre projet, la recherche d'appels donc qui pourraient y correspondre, aussi la recherche de partenaires à l'Europe et bien entendu la relecture de dossiers. Juste pour vous signaler que d'ici la fin de l'année, donc fin novembre, début décembre, devrait sortir donc une majeure partie des appels à projets pour les années 2023 et 2024. Ce matin, on va aussi parler donc de financement plus individuel, appelé donc financement en cascade, cascade funding en anglais. Donc, c'est des outils plus agiles pour adopter et développer l'innovation numérique et notamment mettre un premier pied donc, à l'Europe, on va dire, dans des financements européens. La plupart du temps, ces financements en cascade, donc issus du programme précédent, donc Horizon 2020 et maintenant du programme Horizon Europe, financent des projets entre 6 et 18 mois pour des subventions qui sont souvent entre 50 et 150 000 euros. Donc, en plus de ces subventions, ces appels, donc financement en cascade, peuvent vous proposer donc toute une série de services et notamment des services qui peuvent donc toucher à l'accélération de votre entreprise, la mise en contact avec des investisseurs, des services aussi qui peuvent vous aider donc à développer tout ce qui est
implantation commerciale dans de nouveaux pays européens. Ces financements en cascade, on les présente ce matin parce qu'ils sont assez intéressants de notre point de vue pour les PME notamment. On peut y répondre avec des dossiers assez légers, 10-15 pages. Ils ont un grand focus donc, sur le développement de la stratégie de l'entreprise et ils sont beaucoup plus agiles donc, que les projets collaboratifs avec notamment parfois des taux de réussite assez compétitifs. Pardon. Donc ces financements, je vous en ai sélectionné un certain nombre ce matin. Le premier, Women Tech EU, il est encore ouvert pour quelques heures. Il vise à soutenir donc la croissance d'entreprises deep tech dirigées ou co-dirigées par des femmes. Donc c'est un programme d'accompagnement pour des entreprises deep tech dirigées ou co-dirigées par des femmes, je l'ai déjà dit. Un programme donc de 12 mois qui va vous permettre donc d'accéder à de nombreux services d'accompagnement, notamment donc dans le programme Women Leadership de l'IIC et de prétendre à une subvention qui peut aller jusqu'à 75 000 euros. Le second que j'ai sélectionné, donc il est porté par l'IIT Food. L'IIT Food, c'est une structure qui regroupe tout l'écosystème de l'alimentation en Europe, autour de grandes entreprises, toujours, laboratoires de recherche, structures de formation. Et donc, en répondant à ce Open Innovation Call 2023, vous pourrez donc porter sur le marché de nouveaux produits, introduire des processus et services commerciaux nouveaux ou améliorés et réaliser un ou plusieurs des 3 objectifs visés par l'appel. Donc soit des vies plus saines grâce à l'alimentation, un système alimentaire net zéro carbone ou alors un système alimentaire totalement transparent, équitable et résilient. Dans le cadre de cet appel à projet, vous pouvez donc déposer un projet qui peut aller jusqu'à 24 mois et qui peut être financé donc à hauteur de 70% pour un budget maximum de 1,2 million d'euros. C'est un appel à projet collaboratif pour le coup, mais nous pouvons vous accompagner donc dans la recherche de partenaires si vous êtes intéressé pour candidater à cet appel. Vient ensuite donc un appel pour le coup qui va s'intéresser plus à des catalogues de données, donc EU Hubs for Data. Il revient donc dans sa 3e version, c'est le 3e open call porté par le consortium et qui vise donc à créer un catalogue européen de sources de données. L'appel est ouvert donc jusqu'au 9 novembre prochain et il propose donc un programme d'accompagnement de 9 mois, en plus d'une subvention qui peut aller jusqu'à 60 000 euros. Donc cet appel va financer 18 expériences innovantes menées par des PME ou des entrepreneurs à l'échelle européenne pour exploiter donc pleinement le potentiel du catalogue de jeux de données et de services basé donc sur les données du hub qui a été construit depuis quelques années maintenant. Et donc, l'accompagnement prévoit, en plus de la subvention, l'accès à toute une série de services et de jeux de données, un coaching business et technique, et des actions de mise en visibilité et communication. Nous avons ensuite un open call qui s'appelle Osmart AI, donc, qui vise à développer l'intelligence artificielle pour l'hôpital du futur. Le programme donc Experiment de cet appel à projet vise donc des consortiums de 2 ou 3 partenaires représentant au moins un fournisseur ou un intégrateur de technologie, un établissement de soins de santé et en option un centre de recherche, université ou une autre PME start-up. Vous pouvez postuler jusqu'au 15 novembre dans le cadre de cet appel à projet et donc suivre un programme d'accompagnement de 12 mois cette fois, une subvention qui peut aller jusqu'à 145 000 euros et accéder donc en plus à une gamme de services à forte valeur ajoutée, à l'écosystème donc porté par le consortium et à des actions de mise en visibilité et communication.
Nous avons également un autre programme, un autre financement en cascade qui s'intéresse cette fois à l'Internet des objets, et qui propose donc de renforcer et améliorer les fonctionnalités et applications de l'Internet des objets. Vous pouvez ici postuler jusqu'au 14 octobre pour expérimenter des solutions et les confronter donc à des cas d'usage préalablement définis par le consortium. Et notamment, 3 cas d'usage ont été définis: Port Automation Pilot, Smart Safety of Workers Pilot et Cohesive Vehicle Monitoring and Diagnostic Pilot. Et enfin, je crois qu'on arrive avec un dernier, à la fin, avec un dernier donc open call et un financement en cascade. Cette fois, il concerne donc l'EIT Digital. C'est donc l'appel à projet Innovation Factory 2022. Cet appel va vous permettre de bénéficier donc du soutien de l'EIT Digital, de développer votre technologie, signer de nouveaux clients et attirer des investisseurs. Deux parcours ont été définis par l'appel et vous pourrez y répondre selon votre niveau de maturité. Le premier des parcours s'appelle Launch Track et le second Boost Track. Leur accompagnement comprennent tous les deux donc une série de services, en plus donc d'une subvention qui peut aller jusqu'à 400 000 €, dont un coaching pour attirer des nouveaux clients et investisseurs, un mentorat par des experts sélectionnés par l'EIT Digital et enfin un accès à plus de 350 partenaires de l'écosystème. Je tenais aussi à également vous signaler l'initiative Next Generation Internet, une initiative européenne pour dessiner l'Internet de demain et qui propose aussi des programmes d'accompagnement, dont NGI Zero, qui lui sert à redéfinir l'état des lieux et contribuer à la création d'un Internet ouvert, digne de confiance et fiable pour tous, et le programme NGI Tetra, qui va intervenir là sur des aspects de formation, mentoring et networking, toujours dans le cadre d'un nouvel Internet européen pour le futur. Peut-être avant, il y a juste une question de Gabriel Manuel dans le chat. Bonjour Manuel, est-ce qu'une start-up en début de commercialisation qui développe en parallèle un nouveau produit peut candidater pour un financement en cascade? Alors, tout à fait. Vous pouvez tout à fait candidater à un financement en cascade. Le mieux, parce que les financements et les cahiers des charges sont assez différents, c'est toujours que vous nous contactiez, qu'on fasse un petit rendez-vous pour étudier votre projet, votre produit et le cahier des charges de l'appel visé, et puis de déterminer ensemble si vous pouvez candidater et comment on peut vous accompagner dans la remise du dossier à l'appel à projet. Merci, pas d'autres questions. Très bien. Si pas d'autres questions, on va également parler de l'EIC Accelerator, anciennement instrument PME. Là, pour vous mentionner que cet appel à projet hautement compétitif vise à déployer des innovations de nature radicale et disruptive sur le marché européen. Donc, cet appel à projet va financer des startups déjà bien implantées sur le territoire national et qui souhaitent se développer à l'Europe avec notamment une subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros de la part du Conseil européen de l'innovation et une prise en participation de capital qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. C'est un appel que je présente très rapidement parce qu'il est très très compétitif et peu sont élus, on va dire, pour prétendre au financement proposé par le Conseil d'innovation de l'Europe. Vous pouvez également nous contacter. Il est ouvert jusqu'au 5 octobre pour l'étape 2, mais il sera renouvelé bien entendu l'année prochaine. Et on peut vous accompagner bien entendu sur cet appel, sur la relecture de votre dossier, notamment dans l'étape 2, donc dossier final avec business plan détaillé, et vous entraîner à l'oral avant
l'étape 3 si vous êtes donc sélectionné pour auditer devant le jury. Toujours dans le cadre des appels à projets européens, je souhaitais vous présenter aussi les aides donc, pour financer des consultants pour répondre à ces appels, et notamment donc, pour ceux qui sont issus de la région Hauts-de-France, vous avez le FRAP, le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, qui peut donc subventionner jusqu'à 100% des jours de consulting si vous êtes coordinateur ou Work Package Leader d'un projet. L'Agence nationale de la recherche peut également, avec son dispositif montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, prendre en charge jusqu'à 30 000 euros d'un consultant si vous êtes coordinateur d'un projet européen. Et enfin, BPI France, par ses diagnostics Europe et partenariat technologique international, peut prendre en charge donc jusqu'à 50% de la prestation de conseil, toujours dans le cadre du montage de ces projets européens. Et pour être tout à fait complet, et si vous êtes intéressé par les projets européens, je vous signale quelques webinaires qui vont avoir lieu dans ce mois d'octobre. Le premier, il est aujourd'hui, donc c'est un atelier sur le soutien aux innovations dans le transport routier. Le deuxième de ces événements, le 19 octobre prochain, s'intéressera donc à l'accord de consortium dans le programme Horizon Europe. Et enfin, le 21 octobre, vous aurez donc un webinaire sur les opportunités de financement dans le cluster santé, donc le cluster numéro 1 du pilier 2 que je vous ai présenté tout à l'heure. Nous en venons à la fin de ce panorama des appels à projets européens, et si nous n'avons pas de questions dans le chat, je vais passer la parole à ma collègue Mélissa qui va nous présenter donc les programmes en cours du côté des challenges numériques et de l'AMI Santé. Merci Manuel, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, donc, je m'appelle Mélissa Gadala, je travaille chez Cap Digital dans l'équipe Open Innovation et Transformation numérique, et je suis là pour vous présenter rapidement les quelques appels à projets et AMI que nous avons en cours, comme l'a dit Manuel, que je remercie. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de la série des challenges numériques POC & Go qu'on a lancé maintenant depuis fin août, qui sont tous lancés, ouverts aux candidatures et auxquels vous pouvez candidater jusqu'à la date de clôture que je vous dirai pour chaque. Très rapidement, les challenges numériques POC & Go, ce sont des challenges d'Open Innovation. C'est un dispositif qu'on anime par le biais de BPI France qui nous a désignés pour le faire, pour lequel on a monté notre propre méthodologie et qui permet pour des grandes entreprises publiques ou des grandes organisations privées de lancer un appel à projet sous forme de challenge numérique pour répondre à des problématiques internes sur lesquelles il n'y a pas forcément de réponse sur étagère dans le marché. Ça se déroule en 3 grandes phases. Il y a une phase de cadrage donc en interne avec le sponsor et ses partenaires éventuels pour formaliser cet appel à projet. Puis il y a toute une phase d'appel à projet qui est en cours pour chacun de ces appels à projet que je vais vous présenter. Il y a une phase de sélection qui suivra l'appel à projet, et puis la phase la plus intéressante, c'est donc l'expérimentation, étant donné que le but des challenges numériques, c'est justement de co-construire entre le ou les lauréats de chaque challenge et le sponsor de chaque challenge, une solution, un prototype de solution en réponse à la problématique soulevée par le sponsor suite à cette phase de sélection. À savoir que les challenges numériques sont financés par BPI France, donc chaque challenge bénéficie d'une enveloppe de subvention de 70 000 € à répartir entre les lauréats ou avec le lauréat unique, ça peut arriver aussi assez souvent, pour le développement et le financement du développement de ce prototype. Et à savoir que pour l'éligibilité du financement, on est sur les PME françaises, donc petites et moyennes entreprises françaises, sur les dépenses éligibles, donc à hauteur de 70 000 €. Je vais vous présenter les 5 POC & Go en cours. Donc on commence par le POC & Go. Je n'arrive pas à passer à cela. C'est très bien. Ok, j'ai même passé un petit peu vite. Alors, on commence par le POC & Go avec le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière, qui a pour but de construire un outil d'aide à la décision à l'intention des professionnels impliqués dans les projets d'aménagement durable.
L'idée derrière, c'est de pouvoir évaluer les effets d'un projet sur l'environnement et déterminer les ressources dont il pourra bénéficier en fonction de son implantation. Pour ce challenge, la clôture est fixée au 24 octobre. On a aussi un challenge avec la ville de Dijon et ses partenaires. Donc, la ville de Dijon lance un challenge pour co-développer une solution numérique pour identifier et homogénéiser les cycles d'approvisionnement, de distribution et, in fine, assurer aux bénéficiaires des produits frais dans l'immédiat. L'idée derrière tout ça, c'est de permettre aux acteurs et aux partenaires de l'aide alimentaire, donc la banque alimentaire, les épiceries solidaires, mais aussi les associations, leur permettre d'être bien accompagnés, bien outillés et servir au mieux les bénéficiaires. Pour ce challenge-là, la clôture est fixée au 25 octobre. On a un troisième challenge, cette fois-ci, avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il a pour but de développer une solution territoriale de lutte contre la précarité énergétique, indispensable pour aider les citoyens et faciliter la coordination entre partenaires. L'idée derrière cela, c'est par exemple d'assurer un suivi efficace des accompagnements, permettre de signaler plus facilement des situations de précarité énergétique, et le tout, bien sûr, pour une meilleure coordination des acteurs impliqués dans ces accompagnements-là. La clôture pour celui-ci est fixée le 2 novembre, et à savoir qu'on organise demain matin à 9 h un événement d'aide au montage de consortium pour celui-ci. En fait, pour tous les challenges que je vous présente là, les réponses en consortium sont aussi possibles. On peut répondre en individuel, mais aussi en consortium. Et pour chacun, on organise plusieurs initiatives pour permettre aux potentiels candidats qui cherchent des compétences complémentaires pour répondre. On leur permet de se référencer sur un fichier Excel et aussi de participer à une petite session networking. Pour ce challenge-là, il a lieu demain. Cet événement de networking. Pour les deux que j'ai présentés juste avant, les deux challenges juste avant, les sessions de networking sont passées. Donc pour celui-ci, il est encore temps de participer. Donc c'est demain, mercredi 5 octobre à 9 h. Et la clôture du challenge, du coup, celui-ci, c'est pour le 2 novembre. Un autre challenge donc avec SNCF Gare et Connexion cette fois-ci. Donc, il s'agit là de mettre la technologie au service de l'humanisation des gares pour proposer un dispositif d'hôte d'accueil de premier niveau à tous les usagers. L'idée, c'est d'offrir une expérience innovante et agréable de la gare, proposer une vision moderne de la gare dans le domaine de l'accueil, dans le domaine de l'information, de l'orientation et aussi des services. Pour cet appel à projet-là, la clôture est fixée le 31 octobre. Et notre dernier challenge en cours, donc, c'est avec le groupement Carte Bancaire et ID Kids, donc en partenariat sur ce challenge. L'idée, c'est de créer des nouveaux services autour du parcours et de l'expérience client, notamment avec le paiement sans contact, n'importe où en magasin, facilement et en toute sécurité. L'idée derrière ça, c'est vraiment de, par exemple, transformer les appareils mobiles équipés d'Android NFC en terminal de paiement. Pour celui-ci également, on a un événement de networking qui a lieu le 13 octobre à 9 h. Et la clôture pour ce challenge, c'est le 8 novembre 2022. Donc, à savoir que pour tous les 5 challenges que j'ai présentés là, toutes les informations sont disponibles sur le site POC & Go que vous voyez en bas de l'écran à gauche. Vous pouvez aussi, bien entendu, envoyer un message à l'équipe Open Innovation Transformation Numérique. L'adresse mail et nos contacts seront mentionnés à la fin des slides. Avant de finir, je vais vous présenter un dernier projet en cours. Cette fois-ci, c'est avec 3DS Outscale. Il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt. Donc, 3DS Outscale, c'est le partenaire et la filiale de Dassault Systèmes qui propose des solutions d'infrastructure cloud. Et 3DS Outscale for Entrepreneurs, plus particulièrement, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui. C'est un programme d'accélération gratuit ouvert aux startups et aux PME qui permet aux lauréats de ce programme d'accéder au cloud justement de 3DS Outscale et à des services allant jusqu'à 20 000 €, bénéficier de l'accompagnement de mentors, de leurs expertises, mais aussi de tout l'écosystème d'Outscale. L'objectif de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on lance avec notre partenaire 3DS Outscale, c'est justement de recruter un certain nombre de structures, de futurs candidats pour accéder au programme d'accélération, mais sur la thématique de la santé. On organise un lancement de cette AMI le 9 novembre
Donc, je ne vous donne pas beaucoup d'informations aujourd'hui, mais sachez qu'on commencera la communication dans les semaines à venir, donc vous aurez de plus en plus d'informations. Et puis surtout, cet événement-là, le 9 novembre, en présence du sponsor, qui sera en ligne, mais aussi en présentiel dans le locaux de Cap Digital, et qui vous permettra d'en savoir plus et de savoir comment candidater notamment. J'en ai fini avec les différents projets que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter toute l'équipe. On est 5 sur ces projets. Donc, il y a Stanislas, Zoé, Shainez et Samir. Et moi-même, nos adresses mail sont mentionnées ici. Et pour les POC & Go, on a une adresse mail générique qui s'appelle pocandgo@capdigital.com. Voilà, je vous remercie et je redonne la main à Manuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette présentation et donc la revue des appels POC & Go en cours. On va maintenant clôturer donc ce R&D Corner avec une présentation de Madame Koretska, qui va pouvoir nous rejoindre sur scène donc pour nous présenter notamment le cluster IT Transcarpathia. Madame Koretska, la parole est à vous. Vous pouvez faire défiler les slides avec le petit bouton prévu à cet effet sur la droite de votre écran. Alors 2 secondes. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. C'est parfait. Et comment dérouler les slides? Vous avez une petite flèche normalement sur la droite des slides. Ah ok, super. Parfait, ça marche. Bien. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Katerina Korotetska. Je suis d'origine ukrainienne et c'est pourquoi je vais parler aujourd'hui de l'Ukraine et de l'industrie IT et des clusters IT. Il faut savoir qu'il y a l'image avant et pendant la guerre en Ukraine. Je vais juste dire quelques mots sur moi. Je travaille dans le secteur IT depuis 2005, principalement dans les directions des systèmes d'information, d'urbanisation du système d'information, d'architecture technique et fonctionnelle. Et ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec le secteur humanitaire. Alors, pour présenter un petit peu l'image globale de l'industrie en Ukraine, il faut dire que selon HackerRank, l'Ukraine est classée 11e parmi les 50 pays avec les meilleurs développeurs de logiciels de progiciels au monde. Elle est classée également 6e dans le classement de top codeurs des meilleurs développeurs. Le secteur informatique, le secteur IT est assez diversifié avec un grand nombre de petites et moyennes entreprises, des startups et énormément d'organisations internationales qui sont présentes dans ce secteur-là avec Microsoft, Magento, Amazon, Samsung ainsi que d'autres. Il faut comprendre qu'il y a à peu près 300 000 professionnels, une croissance annuelle de 25 à 30% par an. Le secteur informatique, d'une manière générale, attire énormément d'investissements étrangers par an. Que dire d'autre? Il y a énormément d'étudiants, c'est-à-dire que 54% d'étudiants ukrainiennes souhaitent travailler dans le secteur informatique. Les entreprises continuent à investir énormément dans l'éducation, dans la formation de leurs employés, dans des nouvelles plateformes éducatives modernes. Il faut dire aussi que l'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs des services informatiques en Europe. Les domaines principaux, c'est le développement des logiciels, de progiciels à tous les niveaux, le support et la maintenance, différents types de recherche, tout secteur confondu dans le cloud, big data, le développement de l'intelligence artificielle, machine learning, la robotique, la blockchain, différents types de technologies. Vous aurez les slides et vous pourrez regarder en détail. J'ai laissé quelques liens intéressants en anglais que je voulais partager avec vous. Maintenant, en ce qui concerne les événements, ce qui se passe maintenant en Ukraine pendant la guerre, il faut savoir que énormément de sociétés ont évacué leurs employés et qui ont déplacé leurs familles ainsi que les salariés dans des zones plus sécurisées. Et on va parler un peu plus en détail de la région de Transcarpathia, que je vais parler sur la prochaine slide. C'est une des régions les plus sécurisées en ce moment. Alors, les besoins pendant la guerre, ces sociétés cherchent à
sécuriser leurs employés, à garder les emplois, d'assurer le développement de leur société et soutenir l'économie locale, l'économie du pays. Ils font énormément de dotations, de dons dans le secteur humanitaire. Soit ces sociétés ont leur propre fondation, soit ils investissent, donnent de l'argent tout simplement dans des fonds qui existent en Ukraine actuellement. J'ai laissé également des liens pour que vous puissiez voir un petit peu la liste des sociétés IT qui sont connues sur le marché. Il y a énormément de spécialistes et d'experts, d'employés qui ont rejoint l'armée. Et selon les statistiques, le secteur a chuté à peu près de 44%. Après, ça dépend des régions, des zones et des activités. Ils ont vraiment besoin d'un soutien. Et il faut dire que les équipes sont aussi partiellement évacuées à l'étranger, où il y a des dérogations dans la législation actuelle et les équipes peuvent être formées partiellement en Europe ou avoir des déplacements d'une manière temporaire. Donc, il y a différents scénarios qui peuvent être organisés pour la participation des projets. Les sociétés sont prêtes à collaborer pour différents types de partenariats, évidemment, pour soutenir leurs activités. D'une manière générale, en ce qui concerne les spécialistes, ils sont assez flexibles. Dans la majorité, ce sont des ingénieurs avec une très bonne éducation. Ils sont prêts à s'adapter rapidement aux différents défis. Également, en parlant du marché, il y a à peu près 25% tous les métiers confondus où on voit la présence des femmes, et notamment dans des postes de direction. J'ai listé aussi un petit peu la typologie du vivier des talents qui existe. C'est des ingénieurs, des business analysts, des développeurs, des designers UX/UI et d'autres métiers. En ce qui concerne les clusters IT, il y a un grand nombre de clusters avec des clusters de premier plan à Kiev, Kharkiv, Lviv, Dnipro, Odessa. Il faut dire que la situation a changé pendant la guerre, c'est-à-dire que on voit que dans certains clusters, il n'y a plus du tout d'entreprises, d'autres ont évacué dans la région de Zakarpattia. Par exemple, pour vous donner une idée, sur les premiers clusters, celui de Kiev représentait 90 000 professionnels et 58 entreprises. Celui de Kharkiv représentait 31 000 professionnels et 483 entreprises, par exemple. Celui de Lviv avec 26 000 professionnels et 461 entreprises. Donc, ce sont des gros clusters qui sont orientés avec différentes activités. Ils organisent différents événements pour les startups, les événements d'actualité. Ils collaborent sur différentes thématiques. Et là, je vais passer à la slide suivante pour vous parler un petit peu de cluster de Zakarpattia, qui a été créé pendant la guerre, en fait, en avril. Et pourquoi cette région-là? Parce que c'est la région la plus sécurisée en Ukraine, avec plus de 400 000 déplacés, ADP, des personnes déplacées en Ukraine, avec à peu près 600 entreprises délocalisées, dont 364 dans le secteur qui fonctionne actuellement, avec 35 000 personnes qui travaillent dans le secteur IT. C'est une des régions les plus proches de l'Europe, avec la frontière commune avec la Roumanie, l'Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. C'est des conditions agréables pour la vie au quotidien, et puis les zones où il y a énormément de projets de réhabilitation, de reconstruction urgente pour les déplacés en Ukraine, des différents centres de réhabilitation également. Alors, il y a énormément de grandes organisations internationales qui sont présentes là-bas.
actuellement, et le cluster IT de Zakarpattia participe au développement des programmes éducatifs. Et ils ont des différents fonds pour les startups. Pareil, ils essaient de maintenir leurs activités au maximum. Ils développent comme on appelle, des villes IT, des festivals caritatifs des startups. Ils ont des différents programmes de fidélité pour des partenaires. Ils travaillent sur différentes problématiques qui sont liées à la santé mentale et les centres de réadaptation pour les personnes. Je vais passer rapidement pour vous donner quelques exemples de sociétés ukrainiennes spécialisées dans l'informatique. Il y a des sociétés de différentes tailles. Par exemple, vous voyez sur cette slide EPAM. C'est une société qui est connue au niveau international avec plus de 55 000 ingénieurs, développeurs, consultants. Ils sont présents dans 45 pays et régions. Ils sont présents dans différents et nombreux secteurs et domaines que vous pouvez voir sur l'écran, dans les finances, dans l'éducation, l'assurance, la santé, dans les médias, le tourisme, ainsi de suite. Donc, c'est un des plus grands players sur le marché, comme on dit. Il y a d'autres sociétés comme Genesis qui sont aussi leaders sur le marché avec 3000 ingénieurs qui sont fondés depuis 2008 et qui sont présents aussi à l'international, aux États-Unis, en Europe, sur des marchés en Afrique également. C'est une grande société qui prend soin de leurs salariés. C'est considéré aussi c'est classé parmi les sociétés avec une des sociétés où il est bien de travailler. Et puis, ils investissent énormément dans l'éducation de leurs salariés. Donc, vous pouvez voir un peu les chiffres sur l'écran. Une autre société, OneSource, qui est connue également sur le marché. Pareil, ils sont fondés depuis... ils sont déjà présents 11 ans sur le marché avec plus de 100 ingénieurs. Pardon. Ils développent des logiciels sur mesure pour la mise en œuvre des CRM, des ERP, différents systèmes complexes et sophistiqués de A à Z. J'ai marqué l'expertise clé de cette société. Je voulais vous montrer également PM Partners, qui est une société avec plus de 300 ingénieurs. Ils ont une centaine de projets réussis. Ils sont également à l'international. Ils font de la conception des produits nouveaux. Ils sont dans la big data, la blockchain. Pareil, la mise en place des systèmes ERP et différentes plateformes mobiles, des systèmes CRM. Et je voulais vous montrer également une société dans le secteur de l'éducation. C'est une académie de formation aux métiers IT, informatique, qui est présente sur le marché plus de 7 ans avec 17 000 étudiants qui ont participé à leurs programmes divers et variés. Ils sont présents, ils ont plus de 1200 clients et pareil, ils ont diverses communautés IT. Ils ont des programmes pour les enfants notamment. Ils ont différents types de hubs qui existent. Et également, ils sont présents dans 6 villes en Ukraine, à Kiev, Lviv, Dnipro, Kharkiv, et dans d'autres également, avec 14 000 étudiants uniquement en Ukraine et dans d'autres villes. Ils sont formés ils ont été fondés en 2014 et ils forment des spécialistes du secteur informatique. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un petit peu l'image du secteur, qu'est-ce qui se passe actuellement, des évolutions sur le marché. En tout cas, toutes ces entreprises sont prêtes à collaborer et participer à des appels à projets nationaux, internationaux et voir différents types de collaborations en partenariat. J'ai laissé mes contacts. Je voulais dire d'une manière générale que si vous souhaitez soutenir le secteur IT ukrainien ou peut-être que vous travaillez déjà avec une de ces entreprises, ce qui est possible, car ce
maintenant des entreprises internationales. N'hésitez pas à revenir vers moi et puis pour discuter au cas par cas des projets. Peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement, peut-être d'une assistance juridique ou peut-être à coordonner, analyser, identifier des risques potentiels des projets. On peut vous aider à le faire. D'une manière générale, je voulais rappeler aussi que la dimension de la responsabilité sociétale, environnementale est très importante et que là, actuellement, par exemple, je suis à Paris et tout va bien, mais je suis originaire d'Odessa, c'est ma ville natale. Et ces derniers temps, ces dernières semaines, j'apprends qu'il y a des drones qui attaquent la ville et ces drones, évidemment, leur vocation, c'est de tuer des gens. Et moi qui travaille dans les technologies, pour moi, c'est inconcevable dans ma tête. Je pense que nous, les gens qui travaillons dans le secteur d'innovation des technologies, enfin, on doit créer des technologies pour aider l'humanité. Tout dépend de notre choix et de notre responsabilité. On peut montrer l'exemplarité à travers nos projets divers et variés dans le secteur IT et que pour moi, les drones devraient aider à évacuer les gens, à trouver des personnes qui sont perdues, à trouver des personnes sous les décombres et non pas avoir la vocation à prendre, à ôter la vie d'un être humain. Et juste un petit rappel pour moi à chaque fois que je participe à des projets que la vie de l'être humain a la plus haute valeur et doit être protégée indépendamment de toutes les circonstances. Voilà, et que nous pouvons s'unir pour transformer notre société de consommation et aller vers une société plus bienveillante, plus créatrice. Et en tout cas, c'est le message que je souhaitais passer aujourd'hui. Merci pour votre temps, pour votre confiance et j'espère à bientôt. Merci beaucoup Katrina pour cette présentation. Donc, et n'hésitez pas donc à nous contacter ou à contacter Katrina si vous avez donc des informations ou des contacts alliés avec donc les entités qu'elle vient de présenter. Pour terminer donc ce R&D Corner, je voulais revenir avec vous donc sur l'organisation de quelques événements qui vont rythmer le mois d'octobre et notamment donc dès demain un webinaire donc sur les compétences et la formation sur la thématique donc des jumeaux numériques. Nous avons ensuite le 18 octobre prochain l'événement final donc d'un de nos projets européens d'APSI. Et enfin, le 18 octobre également, la 23e plénière TIC et santé qui s'intéressera cette fois au traitement automatique des langues, notamment. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis pour ce 80e R&D Corner. Je vous donne bien entendu rendez-vous le mois prochain, le 8 novembre, donc pour notre nouvelle édition du R&D Corner. Vous pouvez d'ici là nous contacter. Donc, je vous rappelle, projet@capdigital.com ou remplir directement donc notre formulaire de contact R&D pour bénéficier de l'accompagnement Cap Digital. Et je vous souhaite bien entendu une bonne journée et une bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne journée.